nous allons nous représenter. Moi, je suis Valérie Dufourcé, je suis cadre formateur en IFSI à Pau, dans le Sud-Ouest. Stéphanie Andrecoste, je suis également cadre de santé formatrice en IFSI à Besançon. Émilie Rimbert, infirmière au SMUR, enseignante au CESU, Simu Santé à Amiens. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un article qu'on a choisi selon les recommandations de la poste pédagogique, un article récent qui date de 2019, que nous avons trouvé dans la revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur et qui s'intitule « L'abolition entre motivation et cognition, quelle place dans la pratique des étudiants et quel lien avec la motivation et la cognition ?» Alors, ça fait un titre effectivement qui est assez lourd, mais l'abolition, surtout, ce terme nous a interpellés puisque nous l'avons rencontré à plusieurs reprises dans nos lectures et dans nos recherches. Cet article nous a interpellés, nous a intéressés pour plusieurs raisons. Il nous a intéressés parce qu'il concerne la pédagogie et que nous sommes tous des formateurs, même tous des formateurs, que nous exerçons dans des domaines extrêmement différents, avec des populations d'étudiants qui sont différents, mais qui nous concernent quel que soit le type d'étudiant. Le clin d'œil, c'est qu'il nous concerne aussi dans le statut que nous avons actuellement, puisque nous sommes à notre tour étudiants, même s'il y a une nuance par rapport à l'article, puisque nous ne sommes pas des étudiants de première année, mais nous sommes des étudiants de l'enseignement supérieur, et nous l'avons été, donc on a trouvé que le clin d'œil était intéressant dans ce double regard que l'on pouvait avoir. Le clin d'œil, c'est un groupe qui s'appelle ADAPE, qui est un groupe belge qui a rédigé cet article. Et on a bien aimé la composition 100% féminine de ce groupe, le travail, puisqu'on s'est dit, voilà, dit, il faut que les choses avancent et que c'était important pour nous à rappeler. C'est pour ça qu'on comprend. Alors, non mais c'est bien de reconnaître que vous avez plus de mal. Pour la caméra, je vais devant. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je n'en fais pas une maladie. Oui, mais voilà, mais pour moi, non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Tu veux pas. Alors, être trop un peu musical, j'espère que ça va vous mettre dans l'ambiance. On a retrouvé que Marcel Zanini, en 1963, avait déjà une façon de parler de l'abolition qui lui était très personnelle, mais qui pouvait être une approche. Et messieurs, si vous êtes sages, on vous donnera peut-être à la fin la version de Brigitte Bardot, mais ça dépendra de vous. Alors, pour être un peu plus sérieux, on a choisi cette citation du texte qui a été écrit par Conefra, un auteur en 2011 qui a beaucoup écrit effectivement sur l'abolition, qui nous a beaucoup parlé dans cette citation, en nous expliquant que pour lui, l'effort reste une boîte noire dont on sait l'importance, mais dont on ignore tout, peut-être sur les travaux précédents. Et on a trouvé que dans notre position de formateur face à nos étudiants, c'était une citation qui résumait bien ce questionnement que l'on pouvait avoir. On est parti un petit peu plus dans le texte et on voulait vous présenter ce point de départ qui n'est pas issu de cet article de recherche, mais qui est un article précédent qui a initié la continuité des travaux sur l'abolition. Et les auteurs Baillet et Hall en 2016 sont partis du constat suivant, que 3 étudiants de première année de l'enseignement supérieur sur 4 disent qu'ils ont des difficultés à se mettre au travail et surtout à s'y maintenir dans le cadre d'un travail personnel autonome. Et c'est quelque chose qui nous concerne avec nos étudiants, donc c'est déjà un constat qui a été fait d'une recherche précédente. Donc on a trouvé que c'était un point de départ intéressant. Alors du coup, on va vous solliciter, je vais vous demander effectivement, comme ça, en réflexion à chaud, pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer les difficultés que peuvent avoir des étudiants de première année dans l'enseignement supérieur à s'investir dans leur travail personnel à domicile? Est-ce que vous avez dans votre vécu, vos expériences professionnelles, des hypothèses, d'explications à cette difficulté-là? Des distractions, Ouais. c'est un Netflix. Distraction précise, Netflix. Distraction comme Netflix. Un changement de paradigme peut-être, où finalement on est beaucoup moins dans le prescriptif et puis ils vont devoir prendre en charge leur apprentissage tout seuls. Ils ne voient pas le lien entre les cours qu'ils ont maintenant et leur travail plus tard.
c'est-à-dire d'avoir des responsabilités d'adultes avec une famille à gérer, une maison à gérer, un travail. Des lessives à faire, des Voilà. sans le vécu. Hein. Pour rejoindre un peu sur la question des distracteurs, l'environnement aussi, qui est pas un environnement, qui est un environnement familier dans lequel on fait aussi des activités personnelles, à la différence d'une BU où c'est un environnement universitaire où on est là pour travailler. D'accord. Quand ils sont à la maison, en fait, c'est trop personnel, privé. Distinguo, c'est ça? Ouais, c'est pas un environnement qui est dédié aux activités de travail. D'accord. Du coup, Il y avait une début. Le manque d'autonomie. Le manque d'utilité perçue, peut-être. Le manque D'utilité. D'accord, d'utilité perçue. Est-ce que c'est en lien avec leur idée d'aujourd'hui ou pas, ou non, juste l'utilité? Tout à l'heure avait été dit l'absence de perception du lien pouvant exister entre ce que je fais aujourd'hui, les tâches qui me sont demandées, puis un futur métier. Non, c'est Pas plus vraiment. vaste que ça? Camille? Je dirais que c'est peut-être un peu plus vaste parce que c'est le manque. On peut voir le lien entre le travail qui nous est demandé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire pour mettre en pratique ce lien? L'envie de jouir de la nouvelle liberté enfin Merci d'être honnête. Je parlais pas de moi, hein. Une marche un peu trop haute, des choses trop difficiles d'un coup, Ouais. qui pourraient bloquer un peu les filles. Ouais, le côté ardu. Effectivement. Et pour revenir à la motivation, comme on parle des étudiants de première année, Oui. mon fils est en première année, je connais bien la suite. Ça vous parle. Donc le manque de motivation, qu'on a déjà cité, mais aussi la visée à long terme, parce qu'ils sont dans une année de flottement où finalement ils ne sont pas bien sûrs d'être au bon endroit. Oui. Ouais. Et c'est encore plus difficile Incertitude. de se motiver à... Oui, ils appellent leur projet professionnel. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est aussi eux qui l'ont choisi? Et est-ce que c'est pas le projet des parents, de la tante, de la grande sœur ou je sais pas quoi? Et du coup, ils se retrouvent avec cette liberté, cette construction qui font qu'ils sont libres, ça y est, eux, de prendre leurs décisions. Et est-ce que c'est bien une décision qui leur appartient ou pas? Ça a peut-être des enseignants aussi qui ne demandent pas les bonnes choses ou juste comme ça, ou qui ne motivent pas, ou... Effectivement, interrogation. On peut bien effectivement dans un autre texte annexe, parce qu'on a beaucoup été lire pour comprendre nous-mêmes ces concepts-là. Effectivement, on a trouvé que quelquefois les enseignants parlaient d'autonomie, disaient attendre de l'autonomie, que leurs étudiants de première année n'étaient pas autonomes, et on se rendrait compte qu'en fait ils n'attendaient pas de l'autonomie, ils attendaient que les étudiants se conforment exactement à leurs attendus, à leurs prescriptions. Donc il faudrait déjà s'entendre sur le mot autonomie. Et surtout le manque d'autonomie, mais en fait, moi pareil, mon fils l'a dit aussi, en fait on nous demande d'être autonome, mais on ne nous apprend pas à travailler. Effectivement. C'est l'organisation. Entre les méthodes du formateur, les attendus pédagogiques du formateur et les attendus pédagogiques de l'étudiant, et souvent c'est là qu'on va. Ça cale pas. Non, il y avait Audrey peut-être aussi. Vas-y, Émilie, t'as commencé. Je voulais parler du manque de retour sur son travail. Enfin, du travail, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en question. Oui, tout à fait. Il y a un manque de feedback. Par le formateur ou par les évaluations, par quoi? Le feedback de manière générale. Oui, le retour sur le travail produit en autonomie, enfin, à la maison, ce retour. Ouais. Alors après, je sais plus où on en était. J'ai vu parce que tu t'agitais tout à l'heure. Le contexte social, parce que quand tu es étudiant et que tu as encore des petits frères et sœurs derrière qui, eux, sont encore à l'école primaire, c'est la même chose à domicile. Le contexte familial, environnemental. Social, Et matériel. Le contexte environnemental. Et matériel, tout simplement. Messieurs, du coup. Bon, maintenant c'est trop tard, mais bon. C'est pas grave si c'est la vérité. Ça fait 20 minutes que je levais la main. Oh, il fait son homme là. C'est un constat. Je les Non. ai vexés dès le début, c'est foutu. Donc, Non, mais ça va les rendre créatifs. mais j'ai lâché prise. Non, c'était la notion de domicile. Ouais, c'est vrai, comme vous avez dit, est-ce qu'il y a un souci de feedback et de retour par rapport à ce qui a été fait ou pas fait et d'explicitation.
C'était ça en fait. Voilà. Et puis, Et après, il y a Estelle. la capacité à pouvoir s'organiser, à hiérarchiser C'est ça, ouais. et à organiser ce travail autonome. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ils ont tout trouvé. Trop bien. Si on constate, alors c'est vrai que du coup on s'en va, ça va être plus rapide que ce qu'on avait fait. On va prendre un peu de Compétence de nous faire. En fait, dans tout ce que vous êtes en train de dire, il y a peu de choses qui sont en lien avec la motivation en tant que telle. On sent pas, vous n'évoquez pas énormément d'éléments en lien avec la motivation. Il n'empêche que vous avez trouvé quasiment toutes les sources de difficultés de ces étudiants. Du coup, on voulait vous amener vers, mais comment s'appellent ces difficultés? Parce que ce n'est pas des capacités intellectuelles, c'est pas j'ai une motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, c'est autre chose. Et du coup, c'est ce qui a été appelé par les auteurs la volition, qu'on vous a défini en fonction de différents travaux de Corneau, de Connefroy, Bailleul et Poncin au fur et à mesure des années, qui ont défini la volition comme un état dynamique, effectivement, de l'individu. Dans une situation donnée, nous, c'est les étudiants de première année dans les études supérieures, qui leur permet de s'engager dans une activité qu'ils ont choisie, a priori, même si effectivement on peut douter parfois de l'intérêt, c'est ce que vous avez évoqué, du fait qu'il est choisi ou pas, qu'il découvre, et surtout de s'y maintenir, même s'il est fatigué, même s'il y a des difficultés ou même s'il y a des distractions. C'est vraiment la notion de s'engager dans l'effort et de s'y tenir. La volition. Qui est donc l'étape après la motivation? Je suis motivé, mais même motivé, qu'est-ce qui fait que je m'engage dans quelque chose et que je m'y tiens? C'est ce que l'on va continuer à développer. Excusez-moi. Oui, Mais pardon. peut-être que le fait d'être en études supérieures met en évidence qu'au niveau évolution, c'est pas top. C'est peut-être pas parce qu'on est en formation supérieure qu'on se rend compte qu'on n'a pas cette étape. Peut-être qu'on ne l'a pas au départ, peut-être qu'on n'est peut-être pas trop motivé, peut-être qu'on n'a pas trop cette volition, c'est qu'on le constate quand on arrive en études supérieures. Alors, dans les auteurs, ils étaient plutôt pour eux, la volition, en tant que telle, c'est après la motivation. J'ai une motivation, quelle que soit la source de ma motivation, mais après, qu'est-ce qui fait que je me mets au travail et que je m'y tiens? La volition, c'est vraiment cette étape-là. Elle est suggérée par la volonté. Je veux, mais je veux, c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce titre, je veux, mais qu'est-ce qui fait que je m'y mets et que je m'y tiens? C'est le passage de l'intention à l'action. J'ai envie de devenir médecin, j'ai envie de devenir infirmier, ergo, peu importe. Mais finalement, est-ce que je suis prêt à consentir tous les efforts pour y arriver? Et quelle stratégie je vais devoir mettre en place finalement pour y arriver? Et tu as raison Pascal, on peut aussi ne pas avoir envie et ne pas savoir comment faire. Il y a aussi ça, tu peux ne pas. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on tenait vraiment à vous le présenter. C'est que les auteurs proposent des pistes pour aider ceux qui n'auraient pas les outils, qui auraient envie mais qui ne savent pas comment faire. Oui. J'arrive pas forcément à relire tout envers d'ici, mais Ouais, est-ce alors, qu'on je a suis dit désolée, la confiance en sa capacité d'y arriver? On a dit ça ou pas? Non, on l'a pas dit, Non, on va le rajouter. Alors, pour faire plaisir, je vais le mettre là. En rouge. Je ne vois pas mieux, mais c'est pas grave. Alors, je suis désolée, je les ai Je tous sais qu'il testés, est là, mais ça ils me s'effacent des stylos. C'est pareil, je lis pas tout, mais ça vient de... En fait, ça m'a remis d'un coup en première année de médecine ou en 6e année de médecine. Et alors, c'est bien d'avoir la motivation pour y arriver, mais en fait, maintenir le travail quand il s'agit de 12, 15, 17 heures de travail personnel par jour, à un moment donné, la question, est-ce que c'est pas juste savoir si on est fait physiquement en tant qu'humain pour travailler autant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est faisable? Donc la confiance en soi ou Non, juste, est-ce que... La faisabilité. La faisabilité. La culpabilité. Non, la faisabilité, est-ce que c'est possible? La réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Juste, est-ce que la quantité de travail qu'on demande à certaines... Enfin, est-ce que c'est pas se dédouaner par l'évolution, de se dédouaner de la quantité de travail qu'on peut demander à des étudiants en 6e année de médecine? Ils manquent de volition, les pauvres petits. Ouais, c'est juste, on leur demande d'apprendre autre chose. La volition, c'est de se maintenir malgré la fatigue. C'est ce que tu décris. C'est cette capacité de se maintenir dans l'activité malgré la fatigue et les difficultés. Et en médecine, effectivement, et les distractions. En médecine, c'est ce que tu évoques, charge de travail, 17 heures par jour, c'est ça?
Il y a des fois, être en retard, hein, c'est tout aussi. Qu'est-ce qui fait que la volition, c'est le fait que vous vous maintenez dans cette action, dans cet effort, malgré la fatigue, les échéances, le découragement et tout ce qu'il peut y avoir à côté. Une remarque qui tiendrait beaucoup à cette Non, mais amitié. Je me demande s'il n'y a pas l'importance du modèle parental, de l'exemple familial. Voilà. Alors, probablement, ils vont pas explorer ça. Oui, tu peux aller dans les deux sens. Je veux pas être comme mon père qui a trop travaillé, ou au contraire, c'est la norme que j'ai toujours vue. Pour moi, c'est normal de bosser le soir en rentrant et pas de se mettre les pieds sur la table de basse à regarder la C'est télé. Dion qui en parle. Dion, il en parle dans un des textes complémentaires aussi. Il aborde l'histoire de dire que le formateur est souvent le seul adulte que les... Alors lui, il parle des enfants beaucoup plus petits que dans le secondaire, mais des enfants et dont l'enseignant est le seul adulte qu'il voit continuer à apprendre et prendre plaisir à apprendre. Et en termes de modèle de rôle, ouais, on a ce rôle-là aussi en tant que formateur. Pour répondre partiellement à ta question, on n'a pas toutes les données, parce que sur l'article dont on s'est inspiré, ils ont établi 4 profils d'étudiants sur une déclaration. Ils n'ont pas fait d'études sur, pas d'études ni qualitatives ni quantitatives, pas de recherche en tant que telle. Sur les profils, ils sont partis d'une notion de déclaration. Donc ils ont déterminé, en fonction de ce qu'ont déclaré les étudiants, 4 profils volitionnels. Le premier profil, et on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, est-ce que c'est l'influence familiale justement? On ne sait pas. Je m'y mets facilement et je fais tout ce que j'ai prévu de faire. Premier profil, déclaré. À votre avis, c'est combien de pourcents? 2. C'est autodéclaré. C'est autodéclaré. Il y en a qui se kiffent hein, quand même. C'est 22%. 22. Bon, la part de tricheur. C'est autodéclaré. Je m'y mets facilement, mais je m'arrête plutôt que prévu. Ah oui. Bon. Non. Troisième, j'éprouve beaucoup de difficultés à m'y mettre, mais une fois que la tâche est entamée, je vais jusqu'au bout. Combien de profils là? Ça s'équilibre. C'est à peu près équilibré. C'est une grosse majorité qui se répartissent entre ces deux profils-là. Et le quatrième profil, j'éprouve beaucoup de difficultés à commencer à travailler et je m'arrête tout de prévu. On peut là choisir le vôtre. Alors, en clin d'œil, marquez-vous chacun pour vous, là, spontanément, vous déclareriez donc pour vous être dans quel profil. On ne l'exploitera pas, mais peut-être que par rapport à la fin de l'intervention, ça pourrait être amusant. Mais c'est bizarre comme histoire de profil, parce qu'on n'est pas tout le temps dans les mêmes profils. Oui, alors, ils le disent aussi, hein, c'est ça. À un certain moment, certaine période. Puis en fonction de la tâche, en fonction du moment. C'est l'ouverture de recherche. C'est l'ouverture de recherche. En conclusion, ils proposent de continuer cette étude pour voir l'évolutivité des profils. Là, c'est les profils déclarés pour des étudiants de première année au moment des examens à peu près. Ils sont partis sur une temporalité, mais bien sûr que c'est évolutif. Est-ce que nous avions le même profil, nous, au début du séminaire 1 et maintenant? Voilà. Vous croyez être et on Voilà. Par rapport à tout ce qui est remonté. Effectivement, il y a... Je t'ai vu. Après, il y a sûrement l'effet de la motivation qui n'est pas on-off. Enfin, peut-être que plus on est motivé, plus le profil tendra vers le 1 et dans les situations un peu moins motivées. Qu'est-ce qu'il faut rajouter, Camille, sur on est plus motivé dans ce cas-là et que dans quel autre, c'est quoi le cas? On nous fait faire la bibliographie d'articles de janvier alors que... Donc la tâche, toute la liste, la tâche et la matière. C'est ça. Il va y faire aussi. Et là, tu auras plus une motivation extrinsèque plutôt faible et qui fera que ton profil va évoluer. C'est en lien. C'est d'abord la motivation, puis la volition. Et par contre, ce qu'ils ont identifié, vous avez une idée de votre profil, c'est que ça avait un lien avec la réussite académique, et ça, par contre, ils l'ont identifié. Effectivement, il y a un taux de réussite beaucoup plus important sur le profil 1 au niveau de la réussite. 2 et 3, c'est pas très significatif, mais on trouve les profils 4 qui ont plus de difficultés dans la réussite académique. C'est forcément les étudiants aussi que nous, on identifie et qu'on va accompagner. Et la suite de l'article va continuer à vous présenter tout ça.
va nous amener sur ce genre de conclusion. Très concrètement, ceux du profil 1 ont une moyenne, alors qui est au lycée, entre toutes ces études faites, autour de 12 sur 20, puisqu'on est dans la performance académique, et le profil 4 tourne plutôt autour de 7 sur 20. Et les profils intermédiaires, ils sont de part et d'autre de la moyenne. Voilà, ils valident, mais moi, Ça vole pas. Alors moi, je me suis retrouvée à 4, donc je vois qu'elle a la Alors, moyenne. Je suis désolée, je vais enlever mon masque parce que sinon j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Les objectifs de l'étude d'aujourd'hui étaient multiples, il y avait 4 objectifs. Le premier, c'était d'établir des liens plus précis entre la volition, que vient de vous présenter Valérie, et puis les déterminants de la motivation. Et eux, ils se sont appuyés sur une modélisation où la motivation, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire le sentiment de valeur de la tâche, ce que vous avez dit. La perception de compétences. Est-ce que l'étudiant se sent compétent pour effectuer la tâche demandée? Et puis le plaisir qu'il y prenait. Ils ont essayé aussi de mettre en évidence, en deuxième objectif de cette étude, les liens pouvant exister entre volition et cognition des apprenants. Alors pour ce faire, ils ont demandé aux étudiants de réaliser une synthèse à partir de différents supports de documents, différentes ressources documentaires, parce qu'ils ont mis en évidence que faire un travail de synthèse, c'est ce qui est le plus mobilisateur de différentes stratégies cognitives. Un troisième objectif était d'établir s'il y avait ou non une concordance entre les catégories que eux avaient identifiées. On va le voir juste après. Il y a 6 catégories identifiées pour la volition. Et les stratégies spécifiques, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement l'étudiant met en place pour maintenir son effort dans la durée. La dernière chose, et c'est vraiment pour ça qu'on a eu envie de partager ces articles et ces résultats avec vous, c'est qu'ils proposent des pistes très concrètes pour améliorer les choses et accompagner les étudiants qui pourraient être en difficulté. Alors on va passer du coup très vite sur matériel et méthode, mais je pensais que comme hier on a vu le deuxième séminaire sur les méthodes qualitatives, ça pouvait être intéressant de savoir comment ils s'y étaient pris. Donc ils sont allés enquêter dans 16 établissements de l'enseignement supérieur en Belgique francophone. Alors enseignement supérieur, il y avait des hautes écoles, il y avait des universités, il y avait même un établissement social. Et auprès de 2200 étudiants de première année, donc c'est quand même un gros score. Et puis, ils leur ont demandé de se projeter dans la réalisation d'une synthèse, mais pour les mettre dans ces dispositions, vous savez, pour pas qu'ils soient génériques et puis qu'ils se replacent dans une situation vécue concrètement et que ça ait plus de sens, ils avaient demandé au préalable aux enseignants de chaque institution d'identifier la matière et une synthèse qui serait possible de réaliser pour que ça rende concrète la demande des enquêteurs. En autonomie, bien sûr. Après, en autonomie, ils avaient la liberté de le faire chez eux, à la BU, mais seuls, quoi. Ça s'est fait, cette enquête, grâce à un questionnaire qui était auto-administré, de façon papier ou informatique. Il y avait les 2 formats possibles. À l'issue de la première session d'examen, pour chacun des 2200 étudiants, et puis le questionnaire se faisait en 3 parties. Il y avait une partie métadonnée qui était très courte, à une demi-page, pour savoir quel était le profil des répondants, leur âge, leur antériorité, enfin, est-ce que c'était leur première année ou est-ce qu'ils étaient redoublants, etc. Et puis ensuite, une deuxième partie d'une page et demie à peu près sur leur perception sur les plans volitionnels, motivés. Donc, tel que vous l'a dit Valérie, très concrètement, c'était autodéclaré, on leur demandait, alors avec des échelles de Likert à chaque fois, où est-ce qu'ils pensaient se situer. Et puis, par rapport à leur perception, par rapport à leur profil cognitif, là aussi, il y avait 4 possibilités. Soit ils voyaient du sens à la réalisation d'une synthèse entre pas du tout et oui tout à fait pour ce cours-là. Est-ce qu'ils prenaient plaisir à faire cette synthèse? Est-ce qu'ils se sentaient compétents pour la faire? Et puis, est-ce qu'ils appréciaient la matière pour laquelle la synthèse était demandée? Et enfin, les 6 autres pages, parce que c'est un questionnaire qui est très long, se constituait de questions avec chaque fois une échelle de Likert pour savoir si, ce qu'ils mettaient en œuvre concrètement, je ne vais pas vous dévoiler parce que c'est
juste la suite de l'exercice. Vous allez réfléchir ensemble, on va réfléchir ensemble. Donc, ils sont partis d'une première modélisation. Parce que, comme l'objectif c'était d'établir les liens entre tous ces concepts, ils se sont appuyés sur une première modélisation de l'auteur principal de l'article d'aujourd'hui, qui avait été fait 2 ans plus tôt, où il montrait l'articulation qui pouvait exister entre la métacognition, la motivation, la cognition et la volition pour atteindre le but de l'étudiant et la performance. Mais, alors on retrouve ceux qui ont des très très bons yeux. En fait, c'est un test d'ophtalmologie. Pour ceux qui ont très très bons yeux, on retrouve dans la motivation, vous savez, la notion de perception de la valeur de la tâche. C'est plus facile à suivre pour vous avec ça sous les yeux. On vous avait parlé déjà au de la tâche. Mais on ne sait rien de ce qui constitue le cœur, le constituant des autres concepts. Donc on vous propose de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, celui des puzzles. Alors, là, vous avez utilisé le modèle. Vous avez un modèle et maintenant et par équipe, c'est pour ça qu'on vous a placé en îlot, par équipe de 4 ou 5. Il y a un joli puzzle. Il y a des puzzles. Hop. Alors, faut pas faire bouger la table, hein, la bande. De retrouver, vous avez les pièces de ce qui constitue en fait le cœur de ces concepts. Et on va vous demander de reconstituer Bien. leur deuxième modélisation qui est plus longue. Alors pour vous aider, vous avez les concepts qui sont dans des zones Ah, déjà, attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que si on n'est pas dans le même sens, ça va être compliqué. Après les conceptions, on essaie de les mettre à l'endroit déjà. moi je C'est les gros, c'est les ceux d'en haut, ça? stratégique, vous avez tout compris. Ça va pour vous? Il y a un code couleur ou... Ah. La motivation. Il y a de l'idée. Les bleus avec les bleus, hein. On n'a pas besoin d'avoir fait mathématiques. Hein. Les carrés avec les carrés. Ouais, les ronds avec les ronds. Avec... Celui-là, c'est quoi? Une petite flèche. Ouais. Ah, bah voilà, c'est un code couleur. C'est les couleurs avec les mêmes couleurs et puis tu fais une, je pense, du haut vers le bas. Ou alors il y a des pièges. Non, il n'y a pas de piège. Ah non, on n'a pas fait ça. Mais puisque tu le suggères la prochaine fois. Ça c'est quoi? J'ai des grilles. Pas les mêmes couleurs. Après, c'est un résultat à effectuer là. C'est peut-être l'aboutissement. Ces couleurs-là, elles y sont pas. Peut-être pas de match, peut-être pas de Non. Moi, je dirais que exécuter la tâche, c'est tellement final que c'est pas désolé. Voilà, maintenant on va commencer à lire. C'est ça. Parce que là, pour l'instant, on est... Ah bah oui, regarde. Il y a le puzzle. Regarde, il y a une flèche là. Ah oui, ils ont dit puzzle, donc ça doit s'arrêter. Alors attends, celui-là, comme ça. Et celui-là, il va au milieu. Ensuite, Ah oui, pardon. Je sais pas si vous voulez filmer les groupes en même temps. Oui, vas-y, ce serait super. En fait, c'est facile, il y a des flèches, il y a des couleurs. Ah oui, merde. Métacognition. Ça, il faut qu'on prenne en photo à toi. Hein? Après, qu'on prenne en photo à toi. Ça va vers motivation. Définir vos comportements. Je pense que ça. Et après, tu as la volition à côté. Ça va avec la cognition, ça? Oui, je pense. Oh, ça bosse dur là. Ouh là 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 là, ça fume dans cette table.
travailler avec le stratégie d'élaboration, peut-être à faire avec ça. C'est quoi ça? Attention. Se mettre au travail et maintenir l'effort, ça va. Ça va bien. Si je te mets comme ça, ça va. Est-ce que ça bosse dur à cette table? Ça fume, on met des couleurs. Travaille un peu. Ben nous on a déjà fini hein. C'est la stratégie, ça. Souriez, vous êtes filmé. Ça, c'est. Enfin, ça va être La finalité, Ah ben, c'est perché la métaconnexion. Ah, c'est le détail de mobiliser les stratégies. Ok. Bon, ça va être pareil, mobiliser les stratégies opérationnelles. Ça va être comme celui-là. Dans le... Ça a l'air d'être un côté qui baisse, c'est dans les mêmes couleurs. Moi, ça, je mettrais. Et les internes, c'est motivation et émotion. Moi, je pense que je mettrais ça, se mettre au travail, je mettrais motivation et émotion. Mobiliser les gens. Vas-y, je te laisse terminer. Stratégie de personnalisation, je mettrais avec ça. Oui, tu vois, les gens. Et là, on a de la cognition et de la métacognition qui se... Vous savez pas que le bleu foncé ça va avec le bleu clair? Je pense qu'il y a des thèmes. On pourrait peut-être rabaisser ça un peu. Et en fait, tout en bas, t'as exécuté les. Il me reste celui-là. Et puis j'ai l'impression d'abord que... D'abord, tu observes, tu anticipes, tu planifies. Ouais. Tu analyses, tu juges. Ah c'est vrai qu'il faut que je filme un peu les touristes là hein, parce que... Hein, c'est bien beau de regarder les autres bosser mais hein, hein. Ouais, il te manque le bâton hein. Ah non, non, mais non, Pas mal, hein? On en a d'autres des flèches? Mais avec plaisir. Et la commission, on peut les dessiner. Tu poursuis, tu t'adaptes. Les connaissances métacognitives. Oui. tu produis... C'est un peu transversal. Ça, c'est quand tu penses. Est-ce qu'elle est pas là parce que c'est celle du tableau? Elle va en dessous. En fait, là, on pourrait faire des flèches comme Et en ça. fait, tout le bout du bout, c'est celui-là. Il y a exécuté là-bas. Exécuter la tâche. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est la conclusion. C'est le but. On est dans l'ordre par contre. On vous propose de venir en plénière? Mais je pense qu'il y avait peut-être... C'est vrai que vous n'avez pas dit, on pouvait faire plus de 5 minutes. Bah, vous allez la voir. Voilà, regarde. Je pense que tu es comment c'est comme je sais pas si... Ah, ça c'est pas et après, avec le vert, avec le vert ici. Donc, on vous propose d'en échanger ensemble. En fait, vous avez réussi à reconstituer leur deuxième modélisation. Ouais, c'est pour ça que on va leur faire en lisible, en roux et en couleur. Ce sera comme une drôle. Pas si mal. Et vous avez fait ça. Mais vous avez réussi à reconstituer Tout à ça. fait. En fait, hop là. Effectivement, dans la
la métacognition, il s'agit de vivre des expériences d'apprentissage. Hein, quand on est en formation en première année ou autre, on vit des expériences d'apprentissage tous les jours, que ce soit en autonomie ou avec les autres, ce qui va nous permettre de produire des connaissances métacognitives. J'aime travailler en groupe, j'aime pas cette matière, etc. Et puis de pouvoir réguler les tâches ultérieures par l'intermédiaire de toutes ces capacités métacognitives que sont observer, anticiper, planifier, analyser, juger, contrôler, conceptualiser pour enrichir les connaissances et puis poursuivre et s'adapter. Dans la motivation, vous avez vu qu'on nous a laissé les 3 rectangles de leur premier modèle pour que ce soit plus parlant, mais il s'agit bien dans la motivation de définir un but à atteindre, de définir quand, où, comment, combien, avec qui. Et pour ça, on mobilise des stratégies d'opérationnalisation. La cognition, c'est quoi? Alors, ça ressemble à la métacognition, sauf que la métacognition, c'est général pour toutes les tâches d'apprentissage et pour tous les vécus d'apprentissage, même quand ce n'est pas une tâche à effectuer. La cognition, c'est vraiment exécuter une tâche précise. Ça mobilise des stratégies de mémorisation, par exemple de répétition, des stratégies d'organisation conceptuelle, par exemple réaliser une carte conceptuelle, rechercher de la théorie sur une notion, un concept, ce qu'on a fait pour préparer ce cours, par exemple. Et puis des stratégies d'élaboration, comme la réalisation d'une synthèse, qui est le processus qui mobilise le plus de cognitivité. Et donc tout ça, la métacognition, motivation, cognition, tout ça participe ou est en relation avec la volition, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me mets au travail et qu'est-ce qui me permet de maintenir l'effort. Et là, vous avez vu que les auteurs, ils ont déterminé 2 types, 2 grandes catégories de stratégies volitionnelles, que sont les stratégies volitionnelles externes, qui concernent l'environnement, les ressources et le temps, et puis les stratégies volitionnelles internes qui sont propres à chacun, à savoir l'attention, les émotions, comment je gère mes émotions pour me maintenir mon effort, et puis la motivation. D'accord? Donc ça, c'est les grandes catégories. Ce sont, Émilie va vous en parler, les stratégies. Génial. Tu veux ça? Bon, écoute, je suis là, donc pour l'instant. Donc on va forcément s'attacher plus à cette partie volition qui est notre cœur de l'article. Oui. Donc on revient sur cette définition, la combinaison des 2 éléments dans la définition qui sont se mettre au travail et maintenir l'effort. Dans se mettre au travail, on a 2 natures donc, qui sont effectivement externes et internes. Les stratégies externes sont plutôt pour se préserver des distractions et puis maintenir un climat d'apprentissage favorable. Et les internes sont mobilisés pour résister à ces tentations et faire face aux difficultés. Alors, comme vous l'a dit Stéphanie, elles sont déclinées en 6 catégories qu'on appelle stratégies génériques, sachant que l'émotion est divisée en 2 catégories, les émotions positives et négatives. Et puis, ils les ont redéclinées en stratégies spécifiques. Donc, bien évidemment, on va vous faire travailler aussi là-dessus. Vous en doutez. Alors, à la fin, vous aurez un document avec toutes ces synthèses, toutes ces stratégies. D'emblée, on a voulu rester fidèle aux auteurs. On a retrouvé l'article entier avec les annexes. Ils annoncent dans les stratégies spécifiques 50 items. Donc voilà, on va voir, c'est la production. Dans le document qu'on vous remettra, vous verrez, des fois, ils citent par catégorie 10 items et on a réussi à en retracer que 8. Donc on a laissé volontairement des blancs pour rester fidèles. Ils les ont comptabilisés mais non d'expliciter. Voilà, on est parti de ce postulat-là. Et ils l'expliquent à la fin en fait. Ils expliquent qu'ils n'ont fait apparaître dans leur article, donc on a pu retrouver dans leur article, que les stratégies qui avaient de l'intérêt à pouvoir être travaillées par les formateurs pour accompagner les étudiants en difficulté. Donc celles qui étaient neutres, qui n'avaient pas forcément d'intérêt pour nous, ils n'en ont pas parlé. Donc par fidélité, pour ne pas se tromper et leur attribuer des propos qui ne sont pas les leurs, on a volontairement laissé les blancs. Et donc là, on va vous demander, donc on va le faire en interactif. À votre avis, quelles sont les actions concrètes que peuvent mettre en place les étudiants pour maintenir les efforts par rapport à chacune de ces stratégies génériques? Donc on va vous laisser en support celle-ci et on va vous répartir donc une table par stratégie générique. Donc on peut
veut dire que cette table, vous allez gérer l'environnement. Cette table-ci, vous allez être sur les ressources, le temps. Alors, attention et émotion, on peut les regrouper parce que l'attention, elle est vraiment très brève. Et puis, une dernière sur la motivation. Et à votre avis, là, dans cette case-là, donc on va vous laisser un temps de réflexion par table. Vous allez nous désigner un rapporteur. Je pense qu'il faut arrêter. Je laisse un temps assez rapide. Déjà, 4 minutes de temps. 3 minutes. 3 minutes. 5 minutes de 3. Et à votre avis, Voilà, organiser ton travail. Faire ton petit emploi du temps. Voilà. Comment il s'appelait l'échelle qu'il proposait là en début de... quelles sont les actions Un diagramme de Gantt. les étudiants peuvent mettre Ouais, mais un diagramme de Gantt sur une année, quoi, tu vois. Là, c'est plutôt un emploi du temps à la journée, je pense. Suivant l'emploi du temps, générer des moments dédiés au travail. Et moi, je vois par exemple, alors, pour prendre l'exemple de mon ado à moi, elle est capable de passer 5 heures sur une seule matière, de se pourrir un week-end, mais parce qu'en fait, elle fait trop de temps sur une matière et alors sûrement qu'elle va trop à fond, tu vois, mais du coup, après elle a la ramasse. En fait, tu vois, c'est dans l'organisation du travail global où elle se focalise sur un truc et le reste, bah, elle dit, bah, je peux pas tout faire. Ok, hein, évidemment, enfin, tu vois, peut-être, mais c'est en termes de hiérarchisation, en effet. Elle va sur ce qu'elle aime d'abord et puis elle approfondit ça à fond ou... Bah, c'est même pas ce qu'elle aime, elle va sur sa spécialité, parce que c'est important et c'est plus de coef, mais au final, malgré ça, même si c'est sa spé, c'est que 1/5 de ses devoirs du week-end. Donc au final, après ça fait raide et puis ça fait trop court pour les autres. Donc, ouais, mais en effet, c'est... Moi, je sais pas. Elle est en première. Alors, tu sais, avec le nouveau bac, elle a une option politique, économique et biologie. C'est bac général. En fait, c'est bac général. Tu bosses sur la table de la cuisine familiale aussi, tu as avec ton groupe. On passe à humain Humain, c'est les groupes de travail. c'est les personnes rien à voir avec ça. Du coup, c'est pour éviter. Mais sinon, tu peux prendre des tests. Non. En fait, moi j'ai interdit à rien de m'acheter bientôt. Faut pas dire de conneries là. Hein. Là, allez, je vous laisse. tu dis ouverture de Après, c'est marqué dans la planification. Comment se dire aujourd'hui, à échouer toute la vidéo, photo, à la fin de la journée, il y a l'utilisation des méthodes Ça rigole, mais ça bosse quand même. Hein. On est filmé, il faut dire des trucs sérieux. Il faut être clair avec le travail qu'il attend. Éviter les distracteurs. Genre les gars avec la caméra quoi. Un cadre calme. Et là, t'es foutu. La biblio, c'est pareil. Tu te perds dans la biblio, puis tu fais que ça, et t'as pas Voilà, c'est ça. Alors, on va solliciter les rapporteurs. Donc on pose sur papier peut-être. Alors si vous voulez bien, on va faire le retour. Donc on va demander à la table environnement quelles sont leurs propositions. Je proposais un travail calme, que ce soit une BU ou à domicile. Donc à domicile, c'est vrai qu'on parlait de l'installation du bureau, la luminosité, si possible, d'éviter tous les distracteurs visuels comme les écrans d'ordinateur. Pourquoi pas avec mon ordinateur, mais en tout cas les écrans de télévision, le téléphone portable qui s'allume avec un message qui est reçu.
au travail, pour faire la force. Donc on est d'accord, prévenir les proches de dire bah voilà, je vais travailler 1 heure et c'est un temps qui va être nécessaire. Créer ce climat favorable de travail, hein, pas de sollicitation, pas de distraction. Et surtout, effectivement, tout ce qui est téléphone, ordinateur, réseaux sociaux. Enfants. Se forcer Et plante verte. Il paraît que la plante verte, ça favorise la concentration. Pourquoi pas, le tout est de le savoir et de l'utiliser. De le croire. Et de le croire. On va investir dans le plan. Chacun son tour. D'accord, bah, vous avez trouvé les idées principales, hein, effectivement. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Les ressources? On a proposé 2 grands termes de ressources. D'un côté, les ressources matérielles, de l'autre, les ressources humaines. Oui. Les ressources matérielles, finalement, on ne peut peut-être pas faire grand-chose à part proposer à l'étudiant de les lister déjà, de lister ses besoins, d'essayer de trouver les bons interlocuteurs à solliciter. Concrètement, pour un accès Internet, un ordinateur, une machine à calculer. On va l'adapter. Après, c'est assez proche de l'environnement. Alors, c'est vrai que des fois, les catégories sont la limite entre les deux. On ne va pas être comme monocase, hein, on va mettre plusieurs facteurs, donc ça revient avec effectivement l'idée de l'environnement. Ouais, c'est ça. Et puis, les ressources financières qui vont aussi dans l'aspect matériel, savoir solliciter les bourses, se rapprocher de sa faculté ou autre pour les dispositifs d'aide. D'accord. Et puis, dans le deuxième grand groupe de ressources, c'est les ressources humaines. Il y aurait des ressources humaines externes, entre guillemets, et internes. Externes, c'est tout ce qui va concerner finalement les personnes ressources potentielles. En premier lieu, il ne faut pas que l'étudiant s'isole et donc qu'il sache solliciter ses pairs, proposer des travaux, de surfer sur la dynamique de groupe, savoir solliciter ses formateurs, un superviseur, les systèmes d'accompagnement comme le tutorat, des choses comme ça. Et puis les ressources internes, là on va tomber en fait après sur l'autre stratégie, c'est comment il peut mobiliser ses ressources personnelles pour favoriser son apprentissage, à la fois motivationnel, cognitive et ses d'apprentissage. D'accord. Alors effectivement, hein, c'est les notions aussi. Ce qui était précisé, c'est surtout s'entourer d'étudiants travailleurs, éviter de rester seul. Et puis il y avait aussi une petite spécificité, c'est réussir à noter ses difficultés pour y revenir ensuite. Ça, ils l'ont mis dans ces ressources que là on peut peut-être considérer comme interne, de faire soi-même son autocritique et de se dire bon, c'est pas grave, je le sais, mais je vais y revenir plus tard. Je m'y autorise. Ça marche. Alors le temps, pour celle-là, on va vous évoquer des choses, notion de temps. Pour l'organisation du temps, on a dit qu'il fallait déjà lister et détailler toutes les activités en fonction des dates de travail à rendre, en fonction de la lourdeur de travail, c'est-à-dire du fait que est-ce que ça va être chronophage ou pas, combien de temps ça va prendre, et puis de réaliser tout simplement le bon vieil emploi du temps. Est-ce qu'un diagramme de Gantt dirait quelque chose? Eh ben, on a préféré le petit emploi du temps très scolaire, l'hebdomadaire, quoi. Histoire de dire quel créneau horaire, tel jour à telle heure. On est d'accord, finalement, la technologie, peu importe, hein, c'est surtout l'utilité de cette planification. Effectivement, peut-être tâche par tâche, une planification en termes d'heures, de se dire je vais travailler 1 heure, je m'octroie une pause, de le faire, vous l'avez dit, étape par étape, hein, peut-être que la marche ne soit pas trop haute dans les planifications, ne pas procrastiner. Ça, c'est par rapport aux distractions, c'est dire bah, c'est pas grave, je vais mettre à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et là, on sait tous qu'on va risquer de cumuler les choses. Vous aviez effectivement les notions aussi. Alors là, attention, et puis vous avez fait attention émotion. Les deux. Il y a des choses qui ont stoppé parce qu'on avait aussi parlé du calme, enfin de l'environnement calme par rapport à l'attention, éviter les distracteurs, varier les supports, faire des pauses, dormir, bouger, boire de l'eau. On était partagés sur la cocaïne, par contre. L'engrenage, on est en première année, hein, donc après, l'engrenage, c'est peut-être un projet d'étude. Hein. Il y a un problème de ressources financières. On va plutôt rester sur la plante verte. C'est plutôt une chose de tendance. Ça marche? Est-ce que vous aviez des choses Alors pour les émotions, on avait noté granuler les tâches, faire des to-do list réalistes avec des choses qui sont accessibles. Travailler en groupe,
s'accorder des récompenses Ouais. et pratiquer des activités physiques ou de relaxation. D'accord. Alors vous avez effectivement, dans l'idée de récompense, il précise s'octroyer une récompense ou à l'inverse, se supprimer une récompense. Ça dépend si on est du côté émotion positive ou négative. Pas de coup de bâton. Se flageller un petit peu. C'est un peu bizarre. Tu boiras pas ton apéro ce week-end. Ça, je vous laisse chacun vous penser. Hein. Quand vous avez évoqué l'utilité de la tâche, ils le mettent ici, c'est donner du sens aux choses. Et puis dans l'attention, alors c'est effectivement, ils parlent de concentration, ils ne sont pas très explicites, hein, il n'y a que 3 notions. Et puis c'est vraiment, donc, le synonyme, ils mettent concentration, et puis c'est en lien avec le fait de traiter de manière active la matière. Si je suis plongée dedans, du coup je suis concentrée et je vais être moins réceptif aux distracteurs, en lien avec l'utilité de la tâche. On y revient toujours, les deux sont quand même assez liés. Ça marche. Et puis la motivation. Alors, on a dit des choses qui ont déjà été dites, notamment fragmenter les tâches par sous-objectifs, faire des to-do list. Et on parlait de se fixer des échéances qui étaient atteignables. On disait, bon, voilà, je fais ça jusqu'à 19h, et puis après, je fais autre chose. On a parlé aussi des mécanismes de récompense. Bon, je fais ça et après, je mange un carreau de chocolat. Voilà, regarder la télé. Je mange avant. Après, pour la motivation stricto sensu, on disait qu'il fallait réussir à prendre le temps de réfléchir à son but, à pourquoi on fait ça. Peut-être les lister nos motivations et les afficher pour pouvoir s'en rappeler. On parlait aussi de répartir les activités qu'on aime faire et celles qu'on n'aime pas faire, donc les matières qui nous plaisent, celles qui nous plaisent moins. Et puis de répartir comme ça sur notre emploi du temps, justement pour équilibrer un peu. Et puis on a parlé à la fin de l'importance du feedback, de pouvoir s'auto-évaluer et puis d'avoir aussi des évaluations. Quand elles sont positives, c'est quand même une bonne source de motivation pour continuer de travailler. Alors de toute façon, ils le disent bien, hein, qu'il y a les deux émotions, mais que bien évidemment les émotions positives sont beaucoup plus favorables et beaucoup plus porteuses. Hein. C'est un peu évident. Et puis, effectivement, on est sur ces notions. Alors, la motivation, on revient sur les carrés orange, enfin, jaune un peu que vous avez eu. On reste vraiment sur ce sentiment d'efficacité personnelle, on reste sur l'autosatisfaction, le renforcement positif et puis l'idée de bien maîtriser la matière. Bon, bah, franchement, bravo. Hein. Bravo. Ah oui, Vous avez du coup. On va se remettre facilement. Ouais. Le document que vous avez élaboré, mais vous avez tout. Donc, il y en a pour chacun. Et donc, bande de formateurs, félicitations. Le tableau détaillé issu du texte. Vous avez déjà bien identifié les stratégies spécifiques. Et puis on a une bonne nouvelle, on a effectivement des leviers pour accompagner ces étudiants qui sont en difficulté. On vous rappelle, la première d'appro, ils étaient quand même 3 sur 4 en première année à se sentir en difficulté, hein, 3 sur 4. Et puis on peut se dire que ceci n'est pas une fatalité. On a effectivement des perspectives à les offrir de manière à les rendre plus armés et de les rendre actifs vers le chemin de l'autonomie. Si on revient au début, de se dire que finalement l'autonomie n'était peut-être pas quelque chose. Voilà, si on identifie ces difficultés, on peut se dire qu'on a des techniques et des outils pour favoriser cette autonomie et aller les mener jusqu'au bout, en fonction de eux, s'ils estiment qu'il est nécessaire d'aller à long terme, à l'avenir, si leur motivation va être maintenue dans le chemin qu'ils vont entreprendre. Et donc dans les résultats, donc on revient sur le profil volitionnel 1, qui, on vous rappelle, était en lien avec la réussite académique et qui était le profil se mettre facilement au travail et maintiennent l'effort jusqu'au bout. Et donc ils nous disent que ce groupe est actif cognitivement. Ils traitent la matière de manière active et en profondeur. Ce sont des étudiants qui sont en capacité de réaliser des synthèses eux-mêmes en utilisant différents supports. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la tâche qui a été dans l'étude utilisée, dans l'action cognitive, les auteurs ont choisi, alors en lien avec les enseignants, de projeter les étudiants sur la réalisation d'une synthèse par rapport à un cours donné.
estimant que cette synthèse, ce travail de synthèse était cognitivement plus complexe finalement qu'un travail de mémorisation ou de répondre à un exercice. Et que là, ces étudiants sont à un point d'être autonomes, de réaliser eux-mêmes cette synthèse en utilisant plusieurs supports. Donc là, on a un lien direct avec la cognition. Et puis, le côté attentionnel où ils maintiennent une concentration en lien avec ça. Et puis, ils se sentent plus compétents, ils prennent plus de plaisir. Alors là, on revient avec le lien de la motivation, où effectivement, en lien avec le sentiment d'efficacité personnelle, ces étudiants ont trouvé une utilité, un sens à la tâche, c'est ce qui a été longuement évoqué, hein, ce que vous avez dit. Et puis de ce fait, ils sont tellement impliqués et concentrés qu'ils en arrivent à oublier les besoins primaires tels que la fatigue, la faim, etc. etc. C'est ce qui est cité dans l'article. Bon, après, ça reste en fonction de sa personnalité. Hein. Et puis finalement, ces étudiants utilisent plus de stratégies volutionnelles. Et donc c'est là où la bonne nouvelle, c'est que nous, en tant que formateurs, on va pouvoir les outiller et puis les entraîner à utiliser ces stratégies et surtout développer cognitivement l'utilité et cette stratégie par rapport à la tâche et surtout notamment dans le travail de synthèse. Mentir là-dessus, c'est qu'ils réussissent ou pas, ils y voyaient tous un intérêt. Si ce n'était pas le cas pour votre étudiant qui sera en difficulté, vous pouvez travailler ça aussi avec lui, lui réexpliquer le lien avec son métier futur ou dans sa formation. Ce qui peut jouer aussi pour la motivation, c'est ce que vous aviez dit aussi en début, c'est de se fixer des buts. Pour, du coup, quand on est formateur, revoir avec l'étudiant quels sont ses buts. Est-ce que c'est vraiment son projet? Est-ce que c'est quoi, qu'est-ce qu'il vise à atteindre? Et comment est-ce que nous, du coup, on peut l'accompagner pour atteindre ce but-là? Et en regard de l'attention, Émilie vous l'a dit, il y a un lien avec le traitement actif de la matière, c'est-à-dire que lui faire constater que quand il réalise un travail qui lui plaît, une tâche pour laquelle il a de l'intérêt et qui se force à réaliser, eh bien, plus il utilise des documents extérieurs, ses pairs, etc., et plus il traite activement la matière, plus son attention est déployée et plus facilement, sans s'en rendre compte, il va maintenir son attention et son effort dans la durée. Je t'avais pas compris. Et pour conclure, on va être davantage sur les leviers d'action qui concernent les stratégies évolutionnelles externes. Et vous allez voir que les résultats des chercheurs et les propositions qu'ils ont eues par rapport à l'enquête reprennent pratiquement tout ce que vous avez identifié jusque-là. C'est-à-dire que l'aménagement de l'environnement, qui est un élément très important pour les étudiants, il est quasiment toujours maîtrisé, sauf concernant l'éthique. Et effectivement, la difficulté pour eux, et pour nous, sociétalement, on retrouve des choses qu'on connaît déjà, c'est d'apprendre à se déconnecter. Et c'est un des éléments très importants qui émerge de l'étude et qui est relevé dans l'accompagnement que nous, on doit essayer de mettre en place, sur lesquels on pourrait avoir un moyen d'action. La gestion du temps, vous vous rappelez, on vous a présenté les profils tout à l'heure, c'est la gestion du temps qui différencie vraiment les profils 1 et 4, ceux qui ont le plus de facilité à s'y mettre et ceux qui ont le plus de difficultés. Effectivement, les profils 1, ils planifient les choses, ce qui est rarement le cas des profils 4. Ce qui veut dire que pour nous, en tant que formateurs, on a un levier d'accompagnement, vous l'avez identifié, pour effectivement planifier, écrire quels que soient les outils, diagrammes de Gantt ou ce qu'ils veulent, mais vraiment d'insister, de les accompagner pas à pas par rapport à ça. L'importance aussi de la non-procrastination, on a tous été étudiants, on le fait nous-mêmes, mais effectivement, les accompagner pas à pas sur ne pas remettre trop loin, trop de choses, est une aide dans la gestion du temps pour éviter pour ces étudiants d'être submergés, de retrouver une atteinte des stratégies évolutionnelles internes au niveau des émotions par exemple. Et les ressources humaines, ils ont évoqué essentiellement, on a retrouvé beaucoup de choses sur le matériel, mais la ressource humaine, les formateurs comme ressources que vous avez dit, et énormément leurs pairs, qui sur les générations de ces étudiants sont extrêmement importants, ces générations Y, Alpha et Digital Native qui arrivent, les pairs c'est un élément de construction, donc c'est une vraie ressource et c'est un levier qu'il faut, pour nous, qu'il serait intéressant
à développer et à mettre en œuvre? Parce qu'ils n'identifient pas spontanément, ils identifient bien leurs ressources matérielles, mais pas du tout les formateurs, enfin, il n'y en a aucun qui l'aborde, même les profils 1. Et puis dans la non-procrastination, un exemple très concret qui est donné par Dionne Colin qui nous a intéressé, c'est par exemple de valoriser les travaux qui seraient rendus de façon anticipée sur la deadline, en donnant plus de rétroaction. Tout à l'heure, vous évoquiez le feedback. Et bien voilà, dire si vous me rendez les travaux 15 jours ou 3 semaines avant la date limite, ça dépend pour le délai, eh bien, je vous ferai un retour. Et ça vous permettra de vous améliorer et vous pourrez tenir compte de ce retour pour rendre votre rendu définitif. Donc, voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Et du coup, dans la mesure où on a parfaitement réalisé nos tâches, est-ce qu'à l'idée motivationnelle, on a Brigitte Bardot maintenant? Elles sont engagées. On a les Brigitte Bardot. Enfin, Brigitte Bardot, actuellement. On va filmer ça, j'espère. Je pense que je le comprendrai beaucoup mieux maintenant que... Ah oui, il a et relu et re-relu parce qu'effectivement, et encore hier soir. Mais bon, on espère que voilà, l'abolition, en tout cas, c'est super. Il a connaissé, il a été approfondi. On a eu vraiment besoin de faire un gros boulot d'appropriation des concepts. C'est pour ça qu'on a lié plein d'autres choses. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs activités initialement pour que vous puissiez aussi vous approprier le contenu de chacun de ces concepts. Vraiment, quand on voit ça, et ça donne pas très envie et avec les activités que vous avez faites, on était dedans. Merci beaucoup. Et si on est dans le dossier, il en reste.